Dans une salle obscure, le public découvre pour la première fois une petite souris animée pilotant un avion. Ce film, Plane Crazy, marque l'arrivée discrète d'un personnage qui deviendra une icône mondiale, Mickey Mouse. Mais notre histoire ne se concentre pas uniquement sur Mickey. Elle raconte plutôt le parcours extraordinaire de son créateur, un homme au génie indéniable qui a transformé le dessin animé en art majeur. L'histoire d'un visionnaire qui, privé de sa propre enfance, a réinventé celle de milliards d'enfants à travers le monde. Attachez vos ceintures pour découvrir le parcours tumultueux de Walt Disney, entre rêves grandioses, ambitions démesurées et controverses oubliées. 5 décembre 1901, Chicago. Elias et Flora Disney accueillant leur 4e enfant, Walter Elias Disney. Le père, menuisier à la discipline de fer, et la mère, institutrice douce et attentionnée, mènent une vie modeste. Chicago, ville industrielle et bruyante, ne convient pas à cette famille qui déménage bientôt vers une ferme à Marceline, Missouri. C'est là, au cœur de l'Amérique profonde, que le jeune Walt développe sa passion pour le dessin. Entouré d'animaux de ferme qu'il observe pendant des heures, il remplit des carnets entiers de croquis. Son père, Elias, voit d'un mauvais œil cette passion qu'il considère comme une perte de temps. Seul Roy, son frère aîné, l'encourage secrètement à poursuivre son art. La maladie d'Elias force la famille à déménager à Kansas City en 1910. Pour Walter, c'est un arrachement. Adieu la tranquillité rurale, bonjour le tumulte urbain. Pour aider son père devenu vendeur de journaux, Walt se lève chaque jour à 3h30 pour effectuer des livraisons avant l'école. Épuisé, ses résultats de scolaire s'en ressentent. À 14 ans, Walter obtient miraculeusement l'autorisation paternelle de suivre des cours de dessin. Mais ce répit est de courte durée. 2 ans plus tard, la famille repart pour Chicago. Walter, lui, reste fidèle à Kansas City, sa ville de cœur. À 18 ans, Walt s'émancipe et retourne à Kansas City. Embauché comme dessinateur publicitaire, il y rencontre Ub Iwerks, qui deviendra son collaborateur le plus fidèle. Ensemble, ils découvrent une passion commune pour l'animation, cet art encore balbutiant. En 1920, leur premier court-métrage, Newman Love-O-Grams, rencontre un succès inattendu. Enhardi, Walt fonde sa propre société à seulement 20 ans, la Love-O-Grams Film. Une dizaine d'employés travaillent d'arrache-pied, souvent jusqu'à minuit, dans une ambiance créative mais chaotique. Un premier contrat prometteur se présente. 11 000 $ pour produire une série de courts-métrages. Walt est aux anges, mais le distributeur fait faillite, ne versant au final que 100 $. Les employés, épuisés et sous-payés, démissionnent en masse. À 21 ans, Walt se retrouve seul, ruiné, mais plus déterminé que jamais. Juillet 1923, Disney quitte Kansas City pour Hollywood. Dans sa valise, des rêves et une ébauche de film intitulé Alice's Wonderland. À Los Angeles, il s'installe chez son oncle et transforme son garage en studio de fortune. Roy, son frère, croit en lui et l'aide financièrement. Le 16 octobre 1923, ils fondent ensemble le Disney Brothers Cartoon Studio. Walt sera le créatif, Roy le financier. Ce duo fusionnel sera la clé de leur succès. Leur premier coup de maître, convaincre Margaret Winkler, influente distributrice new-yorkaise, de produire une série Alice Comedies. Elle commande 6 épisodes à 1 800 $ pièce. C'est le début de l'ascension. Le studio s'agrandit, embauche, et Walt retrouve son ami Ub Iwerks. Parmi les nouvelles recrues figure Lillian Bounds, qui deviendra Madame Disney en juillet 1925. Le succès d'Alice pousse Walt à rebaptiser l'entreprise Walt Disney Studios. Mais un coup dur survient. Charles Mintz, nouveau mari de Winkler, met fin à la série Alice. Il propose à Walt de créer une nouvelle série, Oswald le lapin chanceux. Oswald connaît un succès fulgurant, mais Mintz joue un tour pendable à Disney. Non seulement il refuse d'augmenter son budget, mais il débauche ses meilleurs animateurs et lui rappelle qu'il détient les droits sur Oswald. Pour la seconde fois, Walt touche le fond. Mais cette fois, il a retenu la leçon. Son prochain personnage, il en gardera les droits. 1928, Walt et Ub planchent sur un nouveau personnage. Ce sera une souris, choix audacieux dans un monde d'animation dominé par les chats. D'abord baptisée Mortimer, elle devient Mickey sur suggestion de Lillian. Le 15 mai 1928,
Plane Crazy sort au cinéma. Quelques mois plus tard, Steamboat Willie révolutionne l'industrie en devenant le premier dessin animé sonorisé. Walt lui-même prête sa voix à Mickey jusqu'en 1946. Ironie du sort, la Grande Dépression de 1929, qui plonge l'Amérique dans la misère, propulse Mickey au rang d'icône nationale. Les Américains, en quête d'évasion, se précipitent dans les salles obscures. Mickey devient un symbole d'espoir, sa silhouette reconnaissable entre mille. La même année, Walt lance les Silly Symphony, série qui remportera 8 Oscars en 10 ans. Mais derrière ce succès fulgurant se cache un homme au bord du gouffre. Disney travaille jour et nuit, sombre dans une dépression sévère. Ce qui le sauvera, la naissance de sa fille Diane, suivie plus tard par l'adoption de Sharon. Printemps 1934. Walt convoque ses animateurs pour une réunion nocturne exceptionnelle. Devant eux, il mime, raconte, interprète tous les personnages d'un conte qui le fascine. Blanche-Neige. À la fin de sa performance, il fond en larmes. Ce projet, il en rêve depuis des années. À Hollywood, tous parlent même de la folie Disney. Un long métrage animé? Impossible. Trop coûteux, trop risqué. Budgété initialement à 500 000 $, Blanche-Neige et les 7 nains finira par en coûter 1 500 000 $. Pendant 3 ans, Walt supervise tout, embauche à tour de bras, multiplie les cigarettes et les tasses de café. Le 21 décembre 1937, c'est l'avant-première. Walt est si nerveux qu'il broie littéralement la main de Lillian pendant la projection. Le succès est foudroyant. Le public rit, sursaute, pleure. Le film rapporte plus de 8 millions de $, et reçoit un Oscar spécial. Disney vient de trouver sa formule magique, adapter les contes européens en animation. Le succès de Blanche-Neige est assombri par un drame personnel. En 1938, Flora, la mère de Walt, meurt d'une intoxication au gaz dans la maison que son fils lui avait offerte. Walt, dévasté, se sent responsable. Malgré ce deuil, il poursuit son œuvre. En 1940 sort Pinocchio, suivi de Fantasia, film expérimental qui se révèle un échec commercial. Dumbo, 1941, redresse la barre, mais est produit dans un contexte de crise majeure. Les studios Disney connaissent leur première grande grève. Les employés dénoncent des inégalités salariales criantes et des conditions de travail épuisantes. Walt, qui se considère comme un père pour ses équipes, vit cette révolte comme une trahison personnelle. La grève s'achève après plusieurs semaines, mais l'atmosphère familiale des débuts est définitivement perdue. Décembre 1941, les États-Unis entrent dans la Seconde Guerre mondiale. Les studios Disney sont réquisitionnés par l'armée américaine pour y stocker du matériel militaire et produire des films de propagande comme Der Führer's Face, qui tourne Hitler en ridicule. Paradoxalement, la position de Disney face au nazisme reste ambiguë. Si ces studios participent activement à l'effort de guerre américain, on sait aussi que Roy Disney avait rencontré Joseph Goebbels pour distribuer Blanche-Neige en Allemagne nazie. Insatisfait des parcs d'attractions où il emmène ses filles, Walt imagine un lieu magique où adultes et enfants pourraient s'amuser ensemble. Ce sera Disneyland. Comme toujours, les banques sont sceptiques. Disney se tourne alors vers la télévision, média en plein essor. Il signe avec ABC. La chaîne financera le parc en échange d'une émission hebdomadaire. Les travaux débutent à Anaheim, près de Los Angeles. Budgété à 5 millions, le parc en coûtera finalement 17. Le 17 juillet 1955, Disneyland ouvre ses portes. Dès le premier jour, 30 000 visiteurs s'y pressent. 1 an plus tard, ils sont 4 millions. Ce succès colossal propulse l'entreprise à des sommets. De 6 millions de dollars de chiffre d'affaires en 1950, elle passe à 70 millions en 1959. Insatiable, Walt imagine déjà un projet encore plus grandiose. Disney World en Floride. Malgré son obsession pour les parcs d'attractions, Walt n'abandonne pas le cinéma. Mary Poppins, 1965, remporte 5 Oscars. Il donne son accord pour Les Aristochats, mais ne verra jamais le film achevé. Fumeur invétéré, Walt ressent depuis quelque temps des douleurs persistantes. Le diagnostic tombe, cancer du poumon. Malgré une hospitalisation immédiate, il est trop tard. Le 15 décembre 1966,
Walt Disney s'éteint à 65 ans, laissant le monde orphelin de son imagination. Aujourd'hui, l'empire qu'il a bâti comprend des centaines de longs-métrages, 6 parcs d'attractions à travers le monde, 190 000 employés et un chiffre d'affaires annuel dépassant les 80 milliards de dollars.